Bonjour tout le monde et bienvenue à la 20e capsule de ce cours d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre, le chapitre 5, qui va porter sur les modules. Donc, voyons voir ce que sont les modules. En fait, le principe des modules, c'est de créer un peu des petites bibliothèques de fonctions. On met ensemble les fonctions qui ont un lien logique, qui ont un but commun, par exemple, une librairie de fonctions mathématiques ou quelque chose de ce genre-là, qu'on peut réutiliser par la suite dans d'autres projets. Donc, on va voir comment ça fonctionne, comment on peut gérer tout ça. Euh, Déjà, en partant, on a appris au chapitre 4 à découper nos applications en plusieurs sous-programmes. Donc, l'idée, c'est, une fois que ça c'est fait, on va regrouper ensemble les sous-programmes qui ont un lien entre eux, puis ça va nous faire un module. Un module, c'est toujours composé de deux fichiers. Un fichier .h, qui veut dire header pour l'entête, et un fichier .cpp, qui va contenir le corps des fonctions. Donc, c'est tout le temps comme ça que ça va fonctionner pour l'instant. Ça sera possible éventuellement d'avoir des modules qui ont plusieurs fichiers de plus, mais pour l'instant, on va y aller avec ça. Un .h, un .cpp. À chaque fois qu'on a besoin d'utiliser un sous-programme ou une constante qui est définie dans notre module, à ce moment-là, on va devoir inclure le .h avec un include. Donc, dans le .h, on va mettre tous les prototypes de fonctions, donc les déclarations des fonctions, et on va mettre toutes les déclarations de constantes globales à notre module. Dans le CPP, on va mettre toutes les définitions, c'est-à-dire le corps des fonctions. Puis, ben, on va utiliser le hashtag include pour inclure le .h du fichier qu'on veut utiliser. On va voir comment ça se fait. C'est pas très compliqué. Dans notre programme, on va avoir toujours un seul main. Donc, dans tout notre projet, il faut un seul main, sinon ça ne compile pas. Ce qui fait qu'on va se retrouver généralement avec un module qui a son .h puis qui a son .cpp, puis un .cpp à part pour mettre le main qui utilise ces fonctionnalités-là. Des modules, ben, vous en avez déjà utilisé quelques-uns sans avoir à les créer vous-même. Par exemple, le module CMAT, IOStream ou String. C'est des modules spécifiques qui, eux, au lieu de venir avec un .h puis un .cpp, c'est des modules dont le code est gardé secret. On ne veut pas pouvoir voir le code source. On va avoir seulement des .h puis des fichiers .lib et .dll qui sont, dans le fond, des librairies compilées, des bibliothèques compilées. Donc, c'est très possible de compiler notre module pour donner à un autre utilisateur uniquement le .h qui déclare toutes les fonctions puis qui nous dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et un fichier .lib et un fichier .dll à utiliser sans qu'ils puissent voir le code qui est dans le .cpp. Donc, c'est ce qu'on utilise depuis le début. Le code de CMAT, de IOStream et de String, on ne le voit pas parce que c'est déjà précompilé. On va voir ce chapitre-ci, SDL, CLG, .h et .cpp. On y reviendra plus tard. Donc, comment on peut produire nos propres modules? Bien, c'est pas compliqué. Donc, je ressors ici ma solution à l'exercice 4.6. Rappelez-vous de cet exercice-là, c'était le petit programme qui demandait un nombre et qui nous disait si ce nombre était pair ou impair, premier ou non. Et on avait fait ça avec tout un découpage de plusieurs modules, gérer menu qui appelait afficher menu et lire nombre, commenter nombre qui appelait pair et premier, puis afficher résultat pour nous afficher tout ça. Puis ensuite, on avait notre main. Donc, comment on fait pour séparer ça si on se dit ça, toutes ces fonctions-là, ça va être un module que je vais faire? Mais à ce moment-là, on va tout simplement cliquer avec le bouton de droite sur notre projet ici dans l'explorateur de solutions, puis on va aller ajouter un nouvel élément. On va vouloir ajouter un fichier CPP et un fichier .h pour notre module. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner tous les deux le même nom. Le .h et le .cpp vont avoir le même nom. Puis, il faut que ça soit un nom plus significatif que source 1, par exemple. Donc, on va mettre quelque chose de plus significatif. Donc, par exemple, mettons évaluer nombre.cpp. Donc, on crée un fichier CPP. On va ensuite créer un fichier .h avec le même nom. Et vous remarquez que le fichier .h, lui, est placé dans un autre dossier automatiquement, le dossier fichier d'entête, puis les autres, c'est des fichiers sources. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, dans notre fichier d'entête, on va venir déplacer tout ce qui est
prototype de fonction et déclaration de constante globale. Donc, les prototypes de fonctions, normalement, on les plaçait tout le temps avant le main. Et idéalement, les blocs de commentaires qui indiquent que font ces fonctions-là devraient être placés juste avant ces prototypes-là. Donc, ça va se retrouver dans le point H. Donc, on prend tout ça, je vais le couper de là et je vais aller le coller en enlevant la ligne pragma1 qui est déjà là pour l'instant, on y reviendra. Je vais coller ça ici. Donc, dans mon point H, tout ce que j'ai, c'est juste un paquet de déclarations de fonctions avec des commentaires. Pourquoi on mettrait les commentaires là plutôt que dans le CPP? Parce que, comme je vous disais, si on décide de compiler ce module-là pour en faire une bibliothèque qu'on va donner à quelqu'un d'autre pour qu'il ne voit pas notre code, bien, il ne verra pas le CPP. Donc, les commentaires ne lui seront jamais utiles s'ils sont placés là. Le point H, par contre, il va le voir tel quel. Puis, justement, l'idée du point H, c'est de montrer à l'utilisateur, voici les fonctionnalités que je t'offre. Il y a toutes ces possibilités-là, tu peux les utiliser, puis elles fonctionnent comme ça. Donc, notre point H contient ça. S'il y avait des déclarations de constantes, on les mettrait ici. Là. Par exemple, si j'avais une constante pi dont j'avais besoin, mettons, ben, je la déclarerais ici. Puis à ce moment-là, elle pourrait être utilisable par tout le monde qui utilise notre module. Évidemment, ce n'est pas nécessaire dans mon exemple, donc je ne le mettrai pas, mais ça serait là que ça irait. Ensuite, dans notre fichier source, on avait notre main, et ensuite on avait toutes les définitions des fonctions. Bien, ces définitions-là, on les prendrait toutes et on les sortirait de là pour les envoyer dans le fichier CPP de évaluer nombre. Donc ça, c'est la première étape. On sépare ça comme ça. Les prototypes dans le point H, les définitions de constantes dans le point H et le corps des fonctions dans le point CPP. Il va nous rester un autre point CPP qui va ne contenir que le main. Là, pour l'instant, j'ai fait ça, puis ça a généré des erreurs parce que ce n'est pas encore terminé. Il me reste à placer des include pour que tout ça puisse savoir où sont les trucs. En ce moment, si je lui dis utilise gérer menu dans le main, il va dire je ne sais pas c'est quoi, c'est pas déclaré. Le simple fait que ça soit dans d'autres fichiers, ça fait qu'il ne les voit plus. Même si c'est dans le même projet, il ne voit pas les autres fichiers par défaut. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est à chaque fois qu'on utilise des fonctions de notre module, on va vouloir ajouter un include. Et ce qu'on va inclure, c'est toujours le point H. Le point H, lui, sert à définir ce qu'on peut utiliser. Fait que c'est en incluant ces définitions-là, ces déclarations-là, qu'on va être capable de les utiliser après. Donc, ce qu'on va faire, notre fichier évaluer-nombre.cpp, lui, va avoir besoin d'inclure évaluer-nombre.h. Et là, on va mettre ça entre guillemets. J'y reviens tout à l'heure. Donc, on écrit include évaluer-nombre.h. Donc, ça veut dire le fichier CPP inclut toutes les déclarations qui sont dans le point H. Donc, il les connaît, il les comprend, et ça fonctionne. Remarquez qu'il va avoir besoin d'inclure IOStream parce qu'il fait des CIN, COUT dans les fonctions. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de fonctions qui n'utiliseront jamais ça, mais comme là, lui, il en utilise, on va l'ajouter. On inclut aussi IOStream, entre plus grand comme d'habitude, et on rajoute notre using namespace standard pour que maintenant, il sache qu'est-ce que c'est les CN, les COUT, puis les endline. On écrit ces inclusions-là là où il en a besoin. C'est ça le point. Donc ici, dans ces fonctions-là, il s'en sert. Fait qu'on va l'inclure là. Donc, le point CPP d'un module inclut toujours le point H du module correspondant. Donc, il inclut son point H dans son point CPP, puis il inclut IOStream seulement si on a besoin. Dans le point H, ici, on n'a rien à inclure parce que lui, il n'utilise pas de CN-Cout dans ce fichier-là. Il n'y a aucune mention de CN-Cout. Il n'utilise pas de string. Donc, on n'a pas besoin d'inclure quoi que ce soit. Dans le CPP, on inclut ce qu'on a besoin. Et dans le main, qu'est-ce qu'on a besoin? Bien, on a besoin aussi d'inclure notre module d'évaluer nombre, puisqu'il va s'en servir. Donc, on va l'ajouter ici, toujours entre guillemets. Et voilà. Puis là, à ce moment-là, les erreurs disparaissent. Si j'essaie de compiler ça, voyons voir ce que ça va donner. Eh bien, ça nous donne le même programme qu'on avait tout à l'heure. 54 est pair et non premier. Donc, ça continue de fonctionner comme si de rien n'était. Donc, pour l'instant, le premier pas, c'est ça. C'est simplement de séparer les trucs dans les bons fichiers. Évidemment, vous allez dire, là, ça a servi à quoi de faire ça? Ça fait la même chose que ça faisait avant, de la même façon. C'est juste séparé en plusieurs fichiers.
Bien, effectivement, vous avez raison, on ne serait pas théoriquement obligé de faire ça. Mais c'est la même façon, la même réponse de pourquoi on a fait différents sous-programmes, pourquoi on n'a pas juste tout fait ça dans un gros main. La réponse, c'est parce que c'est mieux organisé, c'est plus facile à comprendre. Et surtout, ça nous permet de réutiliser ces choses-là plus tard. Maintenant, j'ai un regroupement de fonctions dans un .h et un .cpp que je peux copier-coller dans un autre projet qui va pouvoir les utiliser aussi. Ça peut être utile éventuellement. Puis même si je ne m'en sers jamais nulle part ailleurs, ben, j'ai séparé tout ça dans 3 fichiers, ce qui rend tout ça plus facile à gérer. Donc, c'est comme ça qu'on va faire ces séparations-là. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'en est-il du include avec les guillemets par rapport au include avec les plus petits, plus grands? C'est pas compliqué. Lorsqu'on utilise les petits chevrons plus petits, plus grands, c'est simplement parce que la librairie ou le module qu'on inclut est censé se trouver dans les répertoires qui sont définis dans les paramètres du projet. Donc, c'est des dossiers qui sont quelque part sur notre ordinateur et qui, on ne sait pas vraiment, nous, personnellement, ils sont où, mais on pourrait fouiller pour les trouver. Puis on dit simplement à notre programme, va chercher dans les dossiers que tu connais, parce que c'est dans tes paramètres de projet, puis tu vas trouver IOStream, tu vas trouver String, tu vas trouver CMAT. Lorsqu'ils sont entre guillemets, ça veut dire ce sont des fichiers que j'ai créés moi-même ou que j'ai amenés quelque part, qui sont dans le même répertoire que le fichier de code. Donc, en ce moment, par exemple, si je regarde ici ce que j'avais, bien, lorsque je fais évaluer nombre comme ça, je vais mettre des guillemets parce que ce fichier-là se trouve dans le même dossier que le fichier évaluer nombre.cpp, dans le même dossier que source.cpp. Tout ça, c'est tout au même endroit. Donc, on va mettre des guillemets quand le fichier est directement dans le dossier du projet, parce que généralement, c'est nous qui l'avons créé ou qui l'avons mis là. Et on va utiliser des chevrons lorsque le fichier, on ne sait pas exactement il est où, mais il est dans un dossier connu par le projet. Il y a des propriétés du projet. On va aller fouiller là-dedans dans une prochaine capsule où on lui dit où aller trouver ces dossiers-là. Puis ça, c'est paramétré déjà par Visual Studio. Donc, généralement, ce qu'on retient, c'est nos propres .h, CPP, on les met ici, puis ceux qui viennent avec Visual Studio, mettons, on les utilise avec les chevrons. Donc ça, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Maintenant, il y a 2 problèmes auxquels on va faire face régulièrement quand on commence à séparer notre code en modules. Ces 2 problèmes-là, c'est les inclusions multiples et les inclusions circulaires. L'inclusion multiple, vous avez un petit exemple ici dans les diapos, mais je vais vous le montrer en même temps en vrai. Ce que j'ai fait ici, c'est que je me suis fait 2 petits modules extrêmement simples qui ne font que déclarer une constante chacun. Donc, on ne se casse pas la tête. Les 2 modules ont seulement un fichier .h qui déclare des constantes. Il n'y a pas de CPP parce qu'ils n'ont pas de réel code. C'est juste pour la démonstration. Donc, dans A.h et dans B.h, tout ce que j'ai, c'est chacun définit une constante. Par exemple, B.h définit la constante nombre qui dit est égal à 2. Donc, si jamais on a besoin de cette constante-là, on peut inclure le fichier b.h, puis cette définition-là est faite. Le a.h, lui, de son côté, déclare lui aussi une constante a en disant elle est égale à nombre fois 10. Nombre, c'est quoi? Ben, c'est la constante que b.h a déclarée. Alors, comme il a besoin de cette constante-là, il va faire un include en disant j'inclus b.h. Le module A utilise le module B. En disant, moi, je me sers de ta constante, puis je me définis une autre constante basée sur celle-ci. Donc, jusque-là, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Le module B définit une constante. Le module A utilise le module B pour avoir accès à cette constante-là et s'en définit une autre à lui. Et ensuite, on a notre programme. Notre programme, le main, lui, il va dire, OK, j'inclus A.h et j'inclus B.h parce que j'ai l'intention de me servir de ces constantes-là dans mon main. Donc, moi, j'utilise les 2 modules. Qu'est-ce qui va se passer quand on va tenter de compiler ça? On va se retrouver avec une erreur. L'erreur, ça va être celle-ci. L'erreur C2374, pour ceux qui aiment collectionner les codes d'erreur. Ça nous dit NB, donc la variable, la constante nombre, redéfinition et initialisation multiple dans le fichier b.h à la ligne 1. Si on double-clique dessus, on voit c'est simplement une simple déclaration de constante bien ordinaire. Où est l'erreur? Pourquoi il nous dit qu'il y a une
initialisation multiple. Elle n'est pas initialisée plusieurs fois, elle est initialisée seulement là. Puis si on va voir un peu partout ailleurs, on ne la redéfinit pas, on ne la réinitialise pas. On fait juste la déclarer une fois, puis après, on fait que s'en servir. Où est le problème exactement? Le problème, c'est à cause de l'inclusion multiple. Sans s'en rendre compte, on vient d'inclure 2 fois le module B.H. Parce que notre A.H inclut B.H. Puis dans notre main, on a inclus le A qui inclut déjà le B, et en plus, on a réinclus le B. Donc, on se retrouve avec un problème. Lui, il va nous dire, attention, là, tu viens d'inclure le B, ce qui donne une définition de ta constante, mais tu as aussi inclus le A, qui lui inclut le B, ce qui donne une autre définition de la constante, puis finalement, il va dire, ah ben, c'est une redéfinition. Pourquoi ça se passe comme ça? Ben, c'est qu'en fait, lorsqu'on inclut un fichier .h, l'endroit où on a mis le include va être remplacé par un copier-coller du fichier .h lui-même, comme si on l'avait tout réécrit. Et il se trouve à être réécrit 2 fois, puis c'est pour ça qu'on voit une redéfinition. Donc, comment on peut faire pour faire ça? Bien, évidemment, ce qu'on peut faire, c'est ne pas faire ça. C'est-à-dire, je n'inclurai pas le B.h ici, puis là, à ce moment-là, si on enlève le B.h, là, ça marche. Évidemment, j'ai un programme qui ne fait rien, parce que je n'ai pas de code dedans. Ça marche. Parce que je sais que le B.h est inclus dans le A. Mais si, admettons, je ne le savais pas, ou si j'avais plusieurs modules, au lieu d'en avoir juste 2, j'en avais 5 ou 6, et que chacun utilisait certains des autres, ce serait possible que 2 modules utilisent le même, puis se retrouvent à inclure le même plusieurs fois. Comment on peut faire pour empêcher ça? On ne peut pas toujours effacer des includes, puis se dire que ça va marcher. Des fois, on n'a pas le choix de les laisser là. Comment on peut faire pour s'assurer qu'il n'y aura jamais de problème? Bien, c'est avec un petit outil du préprocesseur. Le préprocesseur, c'est lui qui va gérer toutes les lignes de code qui commencent par un dièse ici, un hashtag, donc comme le dièse include qu'on met là. Ce n'est pas officiellement du C++, c'est des instructions au préprocesseur. Et le préprocesseur, il va faire un traitement avec ces lignes-là et après, il va aller envoyer tout ça au compilateur qui, lui, va compiler le C++. Et là, il y a moyen de lui donner des informations spécifiques. Ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va faire un fichier .h, on va toujours commencer par un dièse et on va écrire if ndef. Oups, je n'ai pas écrit comme il faut, pardon. If ndef. Et on va utiliser le nom du fichier avec un underscore h comme ça. Donc, si A underscore h n'est pas défini, c'est ça que ça veut dire, if not defined, définis-le. Et fais toutes ces choses-là. Et à la fin, on va écrire hashtag endif. Donc, si le A.h n'est pas défini, définis-le, fais tout ce travail-là jusqu'ici, jusqu'au endif. On va tout le temps écrire ça au début et à la fin de chaque fichier .h en utilisant le nom du .h. On ne peut pas mettre d'espace ni de point, donc on va mettre les underscores à la place. La façon de faire, habituellement, la convention, c'est qu'on met tout ça en majuscule. Fait qu'ici, ça va être la même chose dans le B. On va dire dièse if not defined B underscore h, dièse define B underscore h, et on finit par dièse ndif. Le simple fait de rajouter ça, même si je fais ici des inclusions multiples, j'inclus A et B, mais je sais que mon A inclut aussi B, bien là maintenant, si j'essaie de compiler ça, ça ne donne plus d'erreur, puis je me retrouve avec mon programme qui ne fait rien, mais qui compile et qui roule. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait, ces instructions-là, de if not defined, define? Mais en fait, c'est que ça vérifie des espèces de variables booléennes spéciales. On dit, est-ce que cette variable-là est définie? Si elle ne l'est pas, on la définit nous-mêmes. C'est comme si on mettait une variable booléenne à true et on vérifiait, est-ce qu'en ce moment, elle est à false? Si elle est déjà à true, il va sauter par-dessus toutes ces instructions-là. On lui dit, est-ce que A.h est non défini? S'il est non défini, bien définis-le. Fait que la prochaine fois qu'on va te reposer la question, est-ce qu'il est non défini, tu vas te répondre non, c'est faux, il n'est pas non défini. Il est défini. Donc, si A.h n'est pas défini, on le définit pour se rappeler qu'on le fait et on fait tout le travail ici de toute la définition, la déclaration et tout ça jusqu'au endif.
Si on le refait une deuxième fois, on va dire, est-ce que A.H est non défini? Puis là, ça va dire non, il n'est pas non défini, parce qu'il est défini. Donc, d'abord, on ignore tout ça jusqu'au NDIF, et on ne le refera pas une deuxième fois, et on ne causera pas de redéfinition. Pour que ce soit plus clair, je vais vous montrer avec une petite animation qu'est-ce qui se passe réellement ici avec le préprocesseur. Vous allez voir. Donc, au début, on a notre main. Le main inclut A.H, inclut B.H, puis a son code. Donc, c'est de là que tout part. Comme je vous disais, lorsqu'on a un include, ce que le préprocesseur va faire, c'est qu'il va l'enlever pour le remplacer par un copier-coller de tout le fichier à inclure. Donc, tout le A.H va être copié ici, en haut de notre main, comme si c'était ça qui avait été écrit dès le départ. Donc, ça, c'est notre fichier A.H, rappelez-vous, qui contient son if not def A.H, define A.H, définit sa constante. Il inclut aussi B.H. Et on a toujours notre include de B.H qui est dans le main. L'include de B.H va être déplacé lui aussi pour être remplacé par la copie du B.H. Donc le B.H, lui aussi, il a sa définition de B.H, il a sa constante. Donc ça, c'est ce que le préprocesseur fait. Il remplace l'include par des copies du fichier à inclure. Mais là, lorsqu'on a remplacé notre include par une copie de A.H, celui-ci contient aussi un include de B.H. Fait que lui aussi, il va être remplacé par une copie de B.H. Et là, lorsqu'on a tout fait ça, là, il n'y a plus d'include, tout a été remplacé. Il va commencer à vérifier les if pour savoir s'ils sont vrais ou faux. Alors, il va vérifier, est-ce que c'est vrai que A.H est non défini? Il va dire, c'est vrai, c'est la première fois que j'entends parler d'A.H. À ce moment-là, je vais devoir faire tout ce qui est contenu là jusqu'au NDIF correspondant. Donc, ceci va rester. Il va définir A.H, définir une constante. Et là, il va arriver à ce if-là. Est-ce que c'est vrai que B.H est non défini? Oui, c'est vrai, il est non défini. C'est la première fois que j'entends parler de B.H. Donc, on va garder ce contenu-là qui devra rester. On continue. Est-ce que c'est vrai que B.H est non défini? Bien là, cette fois-là, c'est plus vrai, parce que B.H a été défini ici. Donc, c'est faux, il n'est pas non défini. Alors, comme c'est faux, on va ignorer tout ce qui se trouve entre le if et le NDIF. Tout ça va disparaître. Puis le if et le NDIF vide vont disparaître eux aussi. Et ce qui va nous rester, c'est uniquement ceci. Et qu'est-ce que c'est, ceci? Bien, c'est tout simplement les deux définitions des constantes, une après l'autre. On n'a pas la même définition qui revient deux fois et on n'a plus d'erreur d'inclusion multiple. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement, au pire aller, si vous n'avez pas bien compris tout ce qui s'est passé là, rappelez-vous de ceci. Chaque fichier .h que vous faites, vous commencez par un dièse if n def et le nom du fichier en majuscule avec des soulignements à la place des espaces. Ensuite, tout de suite en dessous, define le même nom qu'on a utilisé ici. Vous mettez tout votre code que vous auriez normalement mis dans le .h et vous finissez par un dièse NDIF. Si vous faites ça à chaque fois, à partir de là, vous n'avez plus à vous soucier des inclusions multiples. C'est impossible que le même fichier soit inclus plusieurs fois parce que si ça arrivait, il serait effacé par le préprocesseur la deuxième fois en disant « Oh, c'est déjà été fait ici, ça a déjà été défini, je ne veux plus le revoir. » On est sûr après qu'il n'y a plus aucun problème. Donc ça, c'est le problème d'inclusion multiple. L'autre type d'erreur auquel on est souvent confronté quand on travaille avec des modules, c'est l'inclusion circulaire. L'inclusion circulaire, c'est tout simplement un module qui en inclut un deuxième, alors que le deuxième inclut le premier. Donc c'est un peu le même principe de base que l'inclusion multiple, mais c'est plus centralisé. Là. Deux modules qui s'incluent l'un l'autre à l'infini. Ça aussi, ça donne évidemment des problèmes. On se retrouve avec des erreurs. Il va nous parler d'include trop nombreux en nous disant la profondeur est égale à 1024. Donc, c'est tout simplement un include qui en inclut un autre, qui lui réinclut le premier, qui lui réinclut le deuxième, qui lui réinclut le premier, et ainsi de suite. Donc, il va faire ça 1024 fois, puis éventuellement, il va atteindre sa limite. On a trop d'include à gérer, puis évidemment, ça serait à l'infini. Donc, lui, il va s'arrêter à 1024, puis il va nous donner une erreur. Si vous utilisez correctement les jetons if not def, define puis ndif, ce problème-là, maintenant, depuis Visual Studio 2017, va être arrêté. Donc, il n'y a pas de problème avec ça si on les utilise. Évidemment, normalement, c'est une situation qu'on devrait essayer d'éviter.
une inclusion circulaire. Souvent, si ça arrive, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a mal conçu, puis que ces deux choses-là ne devraient peut-être pas être deux modules indépendants si chacun a besoin de l'autre. Ça devrait peut-être être un seul gros module avec un seul point H puis un seul point CPP. Donc, il faut peut-être penser à revoir votre conception à ce moment-là. En conclusion, les bonnes pratiques quand on travaille avec des modules, premièrement, incluez seulement les fichiers d'entête vraiment nécessaires dans les points H. Donc, par exemple, ici, dans l'exemple que j'avais tout à l'heure, dans mon point H ici, de mon gérer menu et compagnie pour évaluer un nombre, je n'ai mis aucun include parce qu'il n'a besoin de rien. Ce fichier-là spécifiquement n'a pas besoin d'inclure autre chose. Il n'a pas besoin d'inclure IOStream, il n'a pas besoin donc d'un using namespace standard. Il n'y a pas besoin d'inclure string, il n'y a pas besoin d'inclure CMAT parce que dans le contenu de ce fichier-là, il n'y a rien qui a rapport avec ces modules-là, donc on ne va pas les inclure. C'est une mauvaise idée de se dire, je vais simplement les inclure au cas où ça pourrait servir. Puis je les inclus tout le temps par défaut. J'inclus CMAT, string, comme ça, sont là. Si on sait qu'on n'en a pas besoin, on ne va pas les mettre. Ça va juste alourdir le projet et l'exécutable qui va être créé après. Ça va ralentir notre programme complètement inutilement. Donc, on évite de faire ça. On inclut seulement les fichiers d'entête vraiment nécessaires dans les CPP aussi, c'est la même chose. Dans mon CPP, j'ai absolument besoin d'inclure mon fichier .h de mon module, ça va de soi. Et là, j'ai besoin d'inclure IOStream parce que dans le CPP, je m'en sers de IOStream, je me sers du cout, cin, donc on va le mettre là. Dans le main, je n'utilise pas IOStream, donc je devrais à ce moment-là enlever cette inclusion-là qui ne sert à rien. Je ne l'utilise pas ici. Je l'utilise uniquement dans les fonctions, alors je l'inclus dans les fonctions. Si je m'en servais ici, je rajouterais un include ici. Donc, on inclut juste ce qu'on a besoin là où on en a besoin. On fait attention à la structure de nos programmes pour éviter des inclusions circulaires. Si on a des inclusions circulaires, il y a des bonnes chances que notre programme est mal structuré. On n'inclut jamais un point CPP. C'est toujours juste les points H qui sont inclus. Jamais, jamais de CPP. Ensuite, on n'utilise jamais de chemin absolu pour inclure un point H. Donc, par exemple, à éviter quelque chose comme ça. C, programme, Visual Studio, puis là, genre projet 1. C'est quelque chose de ce genre-là. On ne veut surtout pas voir ça. Parce que ça voudrait dire qu'on ne peut inclure ce fichier-là que si on a toute la structure de répertoire qui vient avec. Et si on déplace ça, notre projet ne fonctionne plus. Donc, rappelez-vous d'utiliser toujours des chemins relatifs. Le plus simple, c'est de juste mettre le nom du point H et de déposer notre point H au même endroit que notre fichier de code se trouve, au même endroit que le main se trouve. On va revenir à ça, les chemins relatifs et absolus, dans votre cours de système d'exploitation. Pour l'instant, le plus simple, c'est vous mettez tout votre code dans le même dossier, puis on ne fait qu'utiliser les noms. Donc voilà, muni de ça, vous allez être capable de découper vos programmes en modules. Puis on va voir dans la prochaine capsule comment utiliser une bibliothèque déjà compilée par quelqu'un d'autre.